Bonjour, le 12-13 dimanche, votre rendez-vous politique comme chaque dimanche à la même heure. Merci d'être avec nous, nous sommes en direct. La crise, évidemment, ça fait partie toujours des conversations des Français. Avec ces questions, est-ce que ce qui se passe en Grèce ou en Italie peut avoir des conséquences en France et arriver en France? Quelles conséquences aussi peut-être pour la présidentielle? Ce sont des questions que je poserai à mon invité, que je reçois aujourd'hui, Marine Le Pen, qui est la candidate du Front National pour la présidentielle. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Bienvenue, asseyez-vous, je vous en prie. Et cette question, justement, que je vais vous poser à vous en tant que candidate, mais peut-être aussi en tant que citoyenne, est-ce que la crise vous fait peur ? Ça n'est pas la crise qui me fait peur, ce sont les dirigeants politiques parce qu'ils sont incapables de la juguler. C'est ça qui est particulièrement inquiétant. Nous allons nous retrouver dans 10 minutes avec vous, Marine Le Pen, pour le 12-13 dimanche, juste après l'actualité dans vos régions. A tout de suite. Le 12-13 dimanche, le rendez-vous politique de France 3, tous les dimanches à la mi-journée. Et ce midi, Marine Le Pen est mon invitée, présidente du Front National, candidate à la présidentielle. Et on a l'habitude de commencer par un événement qui a marqué la semaine. On va voir deux visages. Georges Papandréou, le Premier ministre grec, qui a disparu du paysage, et puis Silvio Berlusconi, qui a démissionné hier. Est-ce que ça vous attriste, le départ de Papandréou et de Berlusconi, ou est-ce que ça vous rassure ? Non, mais ça ne m'attriste pas parce que l'un est socialiste et l'autre était la copie conforme de Nicolas Sarkozy. Ce qui, en revanche, est extrêmement grave. Et j'attire l'attention des Français sur ce sujet. C'est qu'on a vu être nommés en l'espace de quelques jours M. Draghi, M. Papademos et M. Monti, qui semble-t-il va prendre la succession de M. Berlusconi. Or, ces trois personnes sont intimement liées avec les marchés financiers. Ils sont intimement liés avec les structures de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on assiste aujourd'hui à la mort de la démocratie et à des marchés financiers qui, avec l'aide des structures européennes, imposent leur personnel à la tête des pays européens. Et ça, c'est particulièrement inquiétant. Mais dans le contexte-là, est-ce que ça n'est pas rassurant plutôt ? Moi, monsieur, quand la liberté s'éloigne, je ne trouve ça jamais rassurant. Quand le pouvoir des puissances financières est renforcé, je ne trouve pas cela rassurant du tout. Je trouve au contraire qu'on entre dans un monde où en réalité la démocratie n'existe plus, où ce ne sont plus les peuples qui décident, où la politique a définitivement perdu la main et où ce sont ces puissances financières qui demain vont décider à quelle sauce vont être croqués les peuples. Au passage, vous avez remarqué qu'en Grèce, Papandréou est parti, un nouveau gouvernement d'union nationale s'est institué sans passer par des élections et l'extrême droite fait son retour en Grèce au gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'ils font un gouvernement d'union nationale pour mieux faire passer la pilule de l'origine de M. Papademos. M. Papademos... Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. M. Papademos, il a été à la tête de la Banque centrale grecque pendant les 8 années qui ont précédé l'entrée de la Grèce dans l'Union européenne. Il a donc contribué très directement à maquiller les comptes de la Grèce pour permettre son entrée dans l'Union européenne. Je ne suis pas sûr que ce soit profondément un gage pour l'avenir. Marine Le Pen, alors on va parler de ce qui se passe en France. C'est la crise aussi. Et quand on voit ce qui se passe en Grèce et en Italie, il y a une question que les Français ont en tête. Est-ce que ça peut aussi arriver en France? Ou plus exactement, est-ce que ça peut bousculer la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy et même percuter la campagne présidentielle? C'est déjà le cas, non? Bien sûr que ça peut arriver. Mais jusqu'où? Non, mais bien sûr que ça peut arriver en France. Mais c'est pas ça peut. Ça va. Le problème, c'est qu'il y a un caractère inéluctable à la dégradation de la situation. Vous remarquerez que les taux d'intérêt italiens et les taux d'intérêt français, qui ne sont certes pas au même niveau, mais évoluent exactement selon la même courbe. Donc l'effet domino que j'avais prévu depuis de nombreux mois s'est déroulé exactement comme je l'avais prévu. Mais politiquement, ça peut avoir quelles conséquences ? Parce qu'on est en campagne présidentielle, on a vu qu'en Italie, en Grèce, ça avait des conséquences politiquement. Oui. Est-ce qu'en France, ça peut avoir des conséquences politiques? Oui, je pense que ça peut avoir des conséquences politiques parce que les Français vont enfin comprendre qu'ils ont peut-être non que deux choix en réalité. Le premier choix, c'est celui de Nicolas Sarkozy et de François Hollande. Puisqu'ils sont d'accord pour sauver l'euro à tout prix, y compris au prix du sacrifice des peuples, ils sont d'accord pour la rigueur, ils sont d'accord pour l'avancée vers un fédéralisme européen, ils sont d'accord pour que la politique continue à se retirer au bénéfice des grandes puissances financières. Et puis il y a un autre choix, qui est le choix de la nation, qui est le choix de la liberté, qui est le choix de la souveraineté, et que je porte, qui est le choix d'arracher notre pays au monopole des marchés financiers pour lui rendre, encore une fois, la possibilité d'agir sur son avenir. Et sortir de l'euro. Ça, c'est votre
leitmotiv. Mais est-ce que vous pensez que si c'était aussi simple, ça ne serait pas déjà fait ou que peut-être d'autres n'auraient pas eu l'idée? Vous savez ce que c'est qu'une idéologie? Il y a des gens qui fonctionnent en vertu d'une idéologie. C'est le cas de M. Sarkozy et de M. Hollande. L'euro est une idéologie et ils veulent sauver le dogme. Ils ne s'intéressent pas au chômage, à la manière dont le peuple peut souffrir des conséquences de leur choix. Il faut à tout prix sauver l'euro. Mais il faut aussi à tout prix, dans leur esprit, le sauver pour ne pas que soient pointés du doigt les responsables de la construction européenne. Mais sortir de l'euro, c'est pas... Vous savez, ça inquiète les Français aussi. Ils disent après l'euro, le chaos. Mais monsieur, c'est faux. Ça, c'est ce qu'essayent de nous faire croire ceux qui veulent, encore une fois, aller au bout de cette folie qu'a constitué l'euro. Moi, je veux fermer la parenthèse. Je pense que l'euro va mourir. Je veux donc anticiper l'effondrement de l'euro plutôt que de subir l'effondrement de l'euro. Je suis rejoint aujourd'hui par toute une série d'économistes français, par toute une série de prix Nobel d'économie américains qui disent précisément la même chose que moi. Il faut planifier et organiser maintenant la sortie de l'euro avant le chaos dont vous parlez et dont, permettez-moi, mais on s'aperçoit tout de même des prémices. Par contre, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, et c'est une voix qui compte aussi, c'est Laurence Parisot, la numéro 1 du MEDEF, vous savez, qui a sorti un piège bleu marine, puisqu'elle vous attaque dans ce livre. Avec Marine Le Pen au pouvoir, dit-elle, la France serait ruinée en 6 à 8 mois. C'est quand même une voix importante qui compte. Madame Parisot est le patron des entreprises du CAC 40. Par conséquent, que les entreprises du CAC 40 soient en désaccord avec mon projet, j'allais dire que presque c'est une caution que mon projet va dans le bon sens. Parce que, évidemment, ils sont les seuls à bénéficier de la mondialisation. Ils sont les seuls à bénéficier de l'euro. C'est les 1% qui se sont gavés pendant des années, pendant que le peuple, lui, payait la facture. C'est tout à fait normal qu'elle soit contre moi. Mais encore une fois, c'est une médaille de vertu au revers de ma veste. Alors, toujours à propos de la France, vous savez que la Commission européenne estime que la croissance en France en 2012 va être encore plus bas, probablement que les 1% que prévoit le gouvernement, probablement 0,6%, d'autres parlent même de récession. Donc, il va falloir trouver de l'argent. Est-ce qu'il faut limiter les dépenses ou augmenter les impôts ? Oh non, il faut limiter les dépenses, mais pas de la manière dont le fait Nicolas Sarkozy. Il y a des gaspillages monstrueux en France. Mais il y a aussi écoutez, on verse... D'abord le coût de l'immigration. Bon, Monsieur Lolland, professeur, dit 70 milliards. Deuxièmement, arrêter les plans de renflouement à la Grèce, au Portugal, à l'Irlande, parce qu'on ne cesse d'emprunter pour aller verser de l'argent à des pays dont on sait que jamais ils ne nous les rembourseront. Il y a 7 milliards d'euros par an qu'on verse à l'Union européenne, cash, qu'ils ne nous rendent jamais. Et il y a surtout, monsieur, un problème essentiel. Notre pays est pillé. La France est pillée depuis des années. Voilà. Elle est pillée par les marchés financiers. Je signale aux Français que nous avons versé depuis 1973 1 300 milliards d'euros d'intérêts alors que notre dette est évaluée à 1 700 milliards d'euros. Non, pas seulement. Non, mais vous dites... Elle est pillée, monsieur, par la corruption de nos élites. Elle est pillée par des voyous qui se font, sur la base de faux documents, qui obtiennent toute une série d'aides sociales, retirant donc à ceux qui en ont réellement besoin et qui y ont droit la solidarité nationale. Mais vous dites limiter les dépenses plutôt qu'augmenter les impôts. Mais pourquoi ne pas augmenter les impôts des plus riches ? Puisque vous disiez tout à l'heure, les 1% du CAC 40 qui bénéficient du système, en gros. Pourquoi eux ne pourraient pas payer plus ? Mais il n'y a aucun problème. Tout le problème, et ça je le mettrai en œuvre, c'est de leur faire vraiment payer les impôts. Parce que quand M. Sarkozy nous dit on augmente l'impôt sur les sociétés, sur les entreprises qui font plus de 250 millions. Bon, très bien. Sauf que vous pourrez le mettre à 90%, ce taux d'imposition. Ils ne le payent pas. Ils ne payent pas d'impôts en France parce qu'on leur a autorisé parallèlement, avec des bénéfices mondiaux consolidés, etc., à échapper à l'impôt en France. C'est ainsi que Total, par exemple, en 2009, alors qu'ils ont fait 10 milliards d'euros de bénéfices, a payé 0 impôt en France. Est-ce que vous croyez que c'est supportable ? Donc si je vous entends, c'est pas la peine d'augmenter les impôts des riches. Déjà, il faut qu'ils les paient, c'est ça. Mais c'est pas la peine de les augmenter. Le problème, c'est qu'il faut arrêter de faire de la France le paradis fiscal des multinationales et mettre en place les conditions pour que ceux-ci soient obligés de payer l'impôt en France. Regardez, il y a eu quelque chose de très révélateur dans le dernier cure d'austérité. Bon, on a augmenté la TVA. J'allais y venir justement. Voilà, on a augmenté la TVA pour les restaurateurs, pour les travaux, etc. On touche là
mais plein pot des PME, des petites entreprises, ceux dont on sait pourtant qu'ils peuvent créer l'emploi, et les 2% de taxes qu'on avait fixées sur les hôtels de luxe, on l'a retiré. Parce que sous la pression des amis... Vous dites qu'il faut maintenir les 2% pour les hôtels de luxe. Mais évidemment, sous la pression des amis du pouvoir, immédiatement, on a retiré ce qui représentait d'ailleurs une somme dérisoire pour des hôtels de luxe. Alors, une nouvelle fois, les plus, en l'occurrence, les plus riches s'en tirent bien, mais en revanche, les restaurateurs, les petits PME, les commerçants, les artisans, eux, ils vont payer la facture. Vous sentez bien qu'il y a quand même une injustice majeure. Une autre question. Est-ce qu'il faut continuer la politique du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux? Et au contraire, est-ce qu'il faut donner la priorité à l'embauche de 60 000 enseignants dans l'éducation nationale, comme François Hollande le propose? Évidemment que non. Mais enfin, M. Hollande, pour faire des dépenses, lui, c'est ça, il sait faire ça très bien. On l'a vu d'ailleurs dans son département. C'est le champion de la dette. Hein. Il a augmenté de 26% la dette dans son département depuis qu'il est arrivé à la tête du département. Donc les 60 000 postes dans l'éducation, vous dites non? Évidemment que non. Mais il faut séparer les fonctionnaires d'État et la fonction territoriale. Voilà. Je crois qu'il y a deux politiques très différentes à faire pour la simple et bonne raison. C'est qu'aujourd'hui, on baisse les fonctionnaires d'État. Et d'ailleurs, ça a un coût social très lourd. Parce que quand vous supprimez un policier, on vous dit vous faites l'économie d'un salaire. Certes. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que ça aggrave considérablement le coût pour la société de l'absence de ce policier. La délinquance... Donc des policiers plutôt que des profs. L'insécurité, 115 milliards d'euros par an. Non. Donc des policiers plutôt que des profs. Non, plutôt la fonction publique d'État, qui doit être, à mon avis, préservée, même si elle doit être... Mais les profs aussi, c'est la fonction publique d'État. Modernisée. Mais les fonctions publiques territoriale, qui, elle, ne cesse d'enfler. Elle a augmenté dans des proportions qui sont spectaculaires dans les dernières années. Celle-là, non. Mais celle-là, elle sert en réalité aux grands féodaux, des conseils régionaux, des conseils généraux, pour pouvoir se constituer des cours. Mais en l'occurrence, les policiers, les médecins, les infirmières, tout cela doit être les profs. Évidemment, mais les professeurs aussi, moi je pense, j'ai dit très clairement que j'arrêterais la baisse du nombre des fonctionnaires dans l'éducation nationale. Maintenant, monsieur, permettez-moi de dire quand même, parce qu'il faut la vérité à tout le monde, qu'il va aussi falloir qu'un certain nombre de gens qui manifestement ne sont pas, et je ne parle pas des professeurs, je parle en l'occurrence aussi des policiers qui ne sont pas sur le terrain, y aillent. Hein. Parce qu'il y a des gens qui sont en détachement, des milliers de personnes qui sont en détachement, on ne sait pas pourquoi. Deux questions maintenant, pour ou contre, simplement. Nicolas Sarkozy propose de faire du 11 novembre une date de commémoration de tous ceux qui sont tombés au front, de tous les soldats morts au front. Vous êtes pour ou contre? Contre. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que c'est encore l'américanisation. Hein. On veut faire un Memorial Day comme Obama. La Première Guerre mondiale a une spécificité, et justement parce qu'il n'y a plus de témoins, il faut qu'elle conserve sa spécificité, sinon cette partie de notre mémoire disparaîtra dans un grand ensemble où nos enfants n'arriveront plus à savoir précisément ce qui s'y est passé. Et puis une image, des intégristes catholiques ont manifesté jeudi à Rennes contre une pièce de théâtre qu'ils jugent blasphématoire. On a vu ces scènes-là aussi à Paris. Est-ce que vous êtes pour ou contre ce genre de manifestation? Excusez-moi, mais on ne se pose pas la question quand ce sont des syndicalistes, non, quand ce sont des retraités. Non, mais là, en l'occurrence. Non, mais est-ce qu'on a le droit de manifester ou pas? Mais je vous pose la question, est-ce que ce genre de manifestation... En France, on a le droit de manifester sous un certain nombre de réserves. Donc là, c'est une manifestation comme une autre. L'autorisation, évidemment, l'autorisation demandée à la préfecture de pouvoir manifester. Par conséquent, je ne vois pas pourquoi on limiterait le droit de manifester à certaines catégories de la population. Ce serait quand même assez fort. Hein. D'autres questions, Marine Le Pen, en prévision 2012. Et on va accueillir pour ça Jérôme Dorville, le chef du service politique de France 3. Je rappelle quand même d'ailleurs que... vous allez pouvoir le dire tout à l'heure. Bonjour Jérôme. Vous vouliez dire un mot, Marine Le Pen? Oui, je rappelle quand même que la manifestation s'est faite parce que ces gens sont scandalisés. Et je peux quand même les comprendre, parce que se multiplient dans notre pays des pièces de théâtre, et sous prétexte d'œuvres d'art, eh bien, on met des crucifix dans de l'urine, on jette des excréments sur le visage de Jésus-Christ. Bon. Moi, si vous voulez, il y a la liberté totale d'expression. Pour vous, c'est plutôt un bijou, c'est ça? Non, c'est pas vrai. Non, monsieur, c'est pas un bijou. Non, monsieur. Je regarde là autour de excusez-moi, j'ai aussi le droit, éventuellement, d'être croyante. On a le droit. On a encore le droit ou pas en France d'être catholique? Non, mais je pose la question parce que je finis par me poser la question, voyez-vous. Bon. Et votre réflexion vient d'ailleurs de me confirmer dans cette dérive. Jérôme. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. On est à 5 mois de l'élection présidentielle, du premier tour en tout cas, et dans les sondages, c'est un petit peu l'été indien pour Nicolas Sarkozy, 6 à 8 points de plus de confiance.
Est-ce que malgré tout, la crise n'est pas en train de profiter au chef de l'État ? Non, je ne le crois pas. Je crois qu'à chaque fois qu'il y a un sommet, si vous voulez, on voit une montée de la popularité de Nicolas Sarkozy pour la simple et bonne raison, c'est qu'à chaque fois, il dit qu'il a sauvé l'Europe, qu'il a sauvé l'euro. Il n'y a qu'un malheur, c'est qu'à chaque fois, c'est faux. Et les sommets se multiplient et les sommets démontrent que les propositions et les choix qui sont faits par Nicolas Sarkozy sont non seulement mauvais et sont appliqués de manière très brutale au peuple français, mais qu'ils ne résolvent en aucune manière les difficultés liées à la crise. Justement, sur l'euro, on vous a entendu, vous plaidez pour une sortie concertée de l'euro, programmée. Néanmoins, les sondages d'opinion montrent que les Français sont très réticents à cette idée. 2 Français sur 3, en général, sont contre cette sortie de l'euro. D'ailleurs, les Grecs aussi étaient contre. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Eh bien, ça m'inspire exactement la même chose que les sondages qui ont précédé le vote sur la Constitution européenne en 2005. Là, tout le monde était pour. Alors, je ne vous parle même pas des élites politique, médiatique, là c'était du 98%, il n'y avait pas une personne qui était contre. Bon, les sondages disaient que les Français allaient voter massivement pour la Constitution européenne, ils ont fini par voter contre. Est-ce que ça n'est pas anxiogène de dire aux Français on va sortir de l'euro ? Non, ce qui est anxiogène, et volontairement, c'est le discours d'enfumage que porte le gouvernement français. On cherche à faire peur aux Français pour les empêcher de penser à une autre solution que celle qui consiste à se faire éplucher pour pouvoir sauver l'euro. Et c'était la même chose, souvenez-vous, pendant le débat sur la Constitution. On nous avait dit que si les Français votaient non, ça allait être la période glaciaire, que le soleil allait s'éteindre, que ce serait un drame économique. Et en réalité, évidemment, rien de tout cela ne s'est passé. Vous me direz, au passage, on a trahi la parole des Français. Bon. Vous êtes une candidate souverainiste. Les Allemands, ils sont pour la sortie de l'euro, je vous signale. Vous êtes une candidate souverainiste. Il y a beaucoup de concurrence sur ce créneau. Il y a Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, souverainiste ? Jean-Pierre Non, il n'est pas souverainiste. Ah non, je ne crois pas du tout. Dites-lui ça, il va sauter au plafond. Il est favorable également à la sortie de l'euro, Jean-Luc Mélenchon. Non, pas du tout. Pas du tout, monsieur. Absolument pas. Monsieur Mélenchon n'est pas du tout pour la sortie de l'euro. Non, en aucune manière. Il vous fait concurrence d'une certaine façon, Jean-Luc Mélenchon ? Non, puisque par définition, il n'apporte pas du tout les mêmes solutions que moi. Ces solutions se rapprochent d'ailleurs beaucoup, il faut bien le dire, à quelques nuances près, quand même de la pensée générale, de la pensée unique. Il cogne très fort sur ses partenaires, sur ses futurs alliés éventuels, les socialistes et les Verts. C'est pousse-toi de là que je m'y mette. Ça, c'est le principe de la politique. On critique évidemment ceux dont on pense que chez eux, il y a un petit espace électoral à acquérir. Bon. Alors, vous allez présenter la semaine prochaine votre projet présidentiel. On voit bien que dans votre campagne, vous prenez fait et cause pour les fonctionnaires, pour les enseignants. Vous dénoncez fortement les banques, les entreprises aussi du CAC 40. Est-ce que vous nous préparez un projet étatiste ? Non. Je propose un projet national. Et je suis évidemment, effectivement, la seule à avoir une vision nationale de l'avenir. Je pense que la mondialisation a été une immense escroquerie, qu'elle a été une ruine, qu'elle a été qu'elle a eu pour conséquence l'effondrement, l'affadissement de notre identité, qu'on nous a désarmés face à cette mondialisation. Et moi, je crois que la structure nationale est la plus à même pour assurer la sécurité, la prospérité et défendre l'identité des peuples. Et je suis pour un État fort, un État stratège, mais qui permette justement une économie libre, c'est-à-dire que l'État est là pour réguler les abus et les excès d'une économie qui, encore une fois, est devenue notre maître. Or, je crois que le maître, c'est le peuple. Marine Le Pen, je voudrais vous montrer un extrait d'un reportage d'Anne-Gaëlle Matoxi qui a suivi votre père Jean-Marie Le Pen en campagne. Et vous allez le voir, il est toujours très fortement impliqué dans la campagne. Il est sur les routes de France. J'aide la campagne électorale de Marine. Je suis un supplétif. Un supplétif omniprésent. Si sur le fond, Jean-Marie Le Pen suit le programme du parti, sur la forme, il fait du Le Pen pur et dur, toujours à la limite du dérapage. C'est à Roubaix, il y a déjà une majorité. Les Français sont en minorité. Donc le jour où il y aura des élections, si la charia est décidée, on imposera la charia. Et vous sortirez avec des voiles, mesdames. Marine Le Pen, il n'est pas un petit peu encombrant de temps en temps, Jean-Marie Le Pen, pour vous ? Non, mais ce qu'il dit là est tout à fait juste. Enfin, c'est une analyse politique, ou alors on n'a plus le droit dans notre pays de faire d'analyse politique. Jean-Marie Le Pen a dirigé 40 ans le Front National, il en est encore un élu, il en est le président d'honneur. Par conséquent, qu'il aille sur les routes faire campagne m'apparaît tout à fait Mais politiquement, c'est pas normal. Une tutelle un petit peu pesante ?
Non, je ne crois pas du tout. Jean-Marie Le Pen est Jean-Marie Le Pen. On ne va pas découvrir ça 60 ans après son entrée en politique, tout de même. Il a sa personnalité. Je crois que les Français le connaissent bien. Brièvement, je voudrais qu'on vienne sur votre voyage aux États-Unis récent, il y a quelques jours. On l'a suivi, on vous a suivi là-bas. C'était un voyage qui n'a pas été tout à fait à la hauteur de vos espérances. Vous n'avez pas rencontré toutes les personnalités politiques que vous souhaitiez rencontrer. Pourquoi? Est-ce que ça veut dire que le FN est toujours un petit peu un parti sulfureux? Non, je ne crois pas. Je pense que cette analyse est infondée. J'ai rencontré au contraire Ron Paul, que je voulais rencontrer puisque nous partageons l'avis qu'il faut que le système monétaire international retrouve l'étalon or qui est le seul susceptible de mettre fin à la spéculation. La rencontre a été très brève. La rencontre a été précédée pendant 3/4 d'heure d'une grande discussion avec son bras droit qui s'occupe de l'économie. Et M. Ron Paul, on savait, avait un emploi du temps très chargé. Il est candidat tout de même, excusez-moi, il est candidat à la primaire républicaine. Bon, une dernière question. Votre ami Gilbert Collard, qui soutient votre candidature, avait souhaité, il y a quelques mois, que le Front National établisse une charte contre le racisme. Où en êtes-vous? Écoutez, par définition, dans les statuts du Front National depuis le départ, nous disons que le Front National est un parti qui défend tous les Français, quelle que soit leur race, leur religion, leur origine, et par conséquent, on peut la faire en plus si c'est nécessaire. Mais je ne crois pas que ce soit nécessaire. Merci Jérôme pour ces questions. Il est l'heure maintenant, largement l'heure de faire le point sur l'actualité à la mi-journée. On va recevoir Catherine Matoche maintenant. Catherine, l'actualité à la mi-journée. Oui, bonjour Francis, bonjour Marine Le Pen. L'actualité de ce dimanche, on l'a suffisamment dit, est largement dominée par l'Italie en pleine transformation. Silvio Berlusconi a quitté le pouvoir, un départ hier soir pas très glorieux, sous les huées. Il y a eu des airs de fête toute la nuit à Rome. Peggy Moget. Il vient de remettre sa démission et il continue de parader devant une foule qui pourtant le conspue. Rentre chez toi, crie cet Italien. Toute la nuit à Rome, les manifestants ont crié leur joie devant les différents centres du pouvoir. Tel ce député, l'ex-juge Di Pietro, opposant de toujours de Silvio Berlusconi. Champagne, liesse. On danse dans les rues et on chante aussi un Alléluia improvisé. Pour tous ces Italiens, c'est un soir de victoire. On a vraiment besoin de redémarrer, recommencer, parce que le pays, il est vraiment, on peut dire, défoncé. C'est comme si le pays se libérait une fois de plus. Enfin, ce voleur va s'en aller. Ce matin, le visage du cavaliere déchu, les traits tirés s'affichent dans tous les journaux. La presse lui fait ses adieux, la fin de 17 ans de règne. J'espère que nous allons maintenant sortir de cette crise grâce à un nouveau gouvernement. Car l'Italie n'est pas sortie d'affaire. Derrière cette porte, le président Giorgio Napolitano continue ses consultations avant de désigner le successeur de Silvio Berlusconi. Sauf énorme surprise, ce sera Mario Monti. Alors, avec nous en direct de Rome, notre envoyée spéciale, Sandrine Fedel, bonjour. Sandrine, Silvio Berlusconi est parti, mais ça ne suffit pas. Parce que d'ici demain, les nouvelles autorités italiennes ont la difficile mission de rassurer les marchés. Oui, jamais la formation, ou rarement la formation d'un gouvernement n'aura été aussi rapide ici en Italie. Alors ce marathon de consultation a lieu en ce moment même, derrière moi, au Quirinal, c'est le palais de la présidence. Le président de la République, garant de la Constitution, Giorgio Napolitano, a entamé des consultations avec le président du Sénat, avec le président du Conseil. Tout ça, évidemment, c'est pour avoir un gouvernement prêt le plus rapidement possible. Alors, sauf surprise, Mario Monti, l'ancien commissaire européen, devrait être désigné président du Conseil à la place de Silvio Berlusconi. Ce soir, on l'espère, tard dans la soirée. Le président espère avec cette nouvelle rassurer les marchés financiers qui avaient fortement attaqué la dette italienne la semaine dernière, lui faisant atteindre un niveau jugé insoutenable.
Merci beaucoup, Sandrine. Tout à l'heure, Francis, vous parliez des indignés à New York. À noter le retour des indignés dans le cœur de Barcelone, d'où était parti le mouvement en mai dernier. Les indignés ont cette fois-ci installé un point d'information sur la place de Catalogne en vue des élections législatives espagnoles du 20 novembre. Les indignés assurent qu'ils ne donnent aucune consigne de vote, mais continuent à réclamer un changement de société. Ces violences en Syrie, juste après la décision de la Ligue arabe de suspendre de ses rangs ce pays, les manifestants fidèles au régime de Bachar al-Assad ont pris pour cible plusieurs ambassades. Celle de l'Arabie saoudite a été attaquée, saccagée à plus de 300 km au nord de Damas, à l'attaquer précisément. Des attaques similaires ont visé le consulat Turquie. Mais cette information est toujours à prendre au conditionnel, le centre culturel français. Marine Le Pen, il est clair que la pression s'accentue très fort sur le régime syrien. Bachar al-Assad doit-il partir ? Ça, c'est au peuple syrien de le décider, permettez-moi. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un effet de contagion qui a aussi la conséquence de l'intervention directe en Libye. Hein. Moi, ce que j'espère, c'est que les Syriens arriveront par la diplomatie à accéder à un fonctionnement démocratique, pour peu que ce fonctionnement démocratique écoutez, n'amène pas à la tête de l'État des mouvements qui soient des mouvements fondamentalistes islamiques. Car enfin, c'est ce qui s'est passé en Libye. On a vu qu'il n'y a eu même pas eu d'élection et que la charia a été mise en œuvre dès le premier jour par le président du CNT, dont je rappelle tout de même qu'il était le responsable de la condamnation à mort des infirmières bulgares. Vous voyez que les ennemis d'hier sont devenus, pour le gouvernement français, les amis d'aujourd'hui. En tout cas, pour le moment, le régime de Bachar al-Assad tire sur les manifestants et fait des manifestations où il y a des victimes chaque jour. Dans l'actualité encore, la police brésilienne... Je vous signale également qu'il y a aussi des victimes tous les jours en Libye, puisque le Conseil national de transition laisse ses milices égorger et torturer les anciens pro-kadhafistes sans que ça ne semble émouvoir, là encore, les Occidentaux qui étaient pourtant censés protéger les populations civiles, quelles qu'elles soient. La suite de l'actualité, Catherine. Oui, la police brésilienne assure avoir repris ce matin le contrôle de la plus grande favela de Rio, qui était il y a quelques heures encore une zone de non-droit contrôlée par les trafiquants de drogue. 2000 hommes, des blindés, des hélicoptères ont participé à cette méga opération militaire. Il n'y a pas eu d'affrontement armé. 120 000 personnes vivent dans ce bidonville situé au cœur des quartiers riches. Je rappelle que les autorités veulent pacifier les favelas, notamment dans la perspective du mondial de football de 2014. Du tennis. Tout le monde est d'accord. Quelle belle affiche, non ? C'est une finale de rêve. Wilfried Tsonga, le numéro 1 français, affrontera tout à l'heure Roger Federer, l'ex-numéro 1 mondial. Deux joueurs très aimés du public à l'Open de Paris-Bercy. L'ambiance promet. Christian Réunif. C'est sa marque de fabrique, sa signature. À chaque fois qu'il gagne, c'est la danse des pouces, un rythme endiablé après 3 heures d'un combat farouche. J'ai vécu des émotions sur le terrain que j'avais peut-être même pas encore vécu en tant que joueur de tennis, tellement c'était intense. Donc voilà, c'est extraordinaire. Je vais essayer de bien récupérer de ça pour jouer une grande finale demain. Parce que hier soir, face à John Isner, Wilfried Tsonga a dû se dépasser. 3 balles de match sauvées face aux géants américains. Et des échanges à couper le souffle. Score final, 3-6, 7-6, 7-6. Tout à l'heure à Bercy, Tsonga affrontera l'ogre Federer. Cette saison, le Français l'a déjà battu 2 fois. Et quelque chose nous dit qu'il signerait bien pour un nouveau titre. Voilà. Eh bien, merci Catherine. Vous suivrez le match, mais vous revenez quand même pour le 19-20 ce soir. Hein. À tout à l'heure, Catherine. Soir, Marine Le Pen, on va parler du chômage, vous l'évoquiez tout à l'heure, qui atteint 9% de la population active en France, plus de 4 millions de chômeurs. Des entreprises qui s'inquiètent pour leur avenir. Et là, c'est une question, vous allez voir, qui va vous être posée par Olivier Biscay, le directeur des rédactions du groupe Nice Matin.
Marine Le Pen, bonjour. Si la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a de nombreux atouts et connaît un certain dynamisme, elle n'échappe pas à un taux de chômage élevé, près de 10%, et à une hausse importante des demandeurs d'emploi, 6% entre juillet 2010 et juillet 2011. Ici aussi, les entreprises ferment et délocalisent leurs activités à l'étranger. Ici aussi, les jeunes diplômés multiplient les petits boulots et les retraités disent avoir des fins de mois difficiles. Nos reportages sur le terrain illustrent d'ailleurs souvent une grande précarité et une soif de réponses concrètes pour leur venir en aide. Alors concret, votre programme économique l'est-il vraiment? Et mis à part l'hypothétique retour à la monnaie nationale que vous défendez bec et ongle, avez-vous réellement un programme économique et serait-il capable de répondre efficacement aux problèmes des Français? Voilà, la question est claire, donc réponse claire. Ce programme économique fait 40 pages, il est sur le site internet du Front National, il est éminemment détaillé et il s'appuie de manière tout à fait crédible et cohérente sur un projet qui, encore une fois, vise à redonner à la France la possibilité d'oxygéner son économie. Notre monnaie est trop forte. Vous savez, moi, si je veux le retour à la monnaie nationale, c'est parce que je suis pragmatique. L'euro fort a tué notre économie. Elle a plombé nos exportations. Il a poussé les entreprises à délocaliser. Donc, agir sur la monnaie, comme le font les États-Unis. Mais c'est d'abord ça, Chine, c'est toujours la monnaie. Par exemple, les jeunes qui sont dans la précarité, ça existe aussi. Excusez-moi, permettez-moi, monsieur. Il faut que j'aille quand même au bout de mon explication. Mais je vais essayer de vous demander d'abord, parce qu'en général, quand on dit d'abord, c'est qu'il y a quelque chose après. Oui. D'abord. Deuxièmement, et dans le même temps, la mise en place de protection aux frontières. Pourquoi? Parce que nous sommes en concurrence déloyale avec des pays à très bas coût de production. Nos entreprises ne peuvent pas mener cette bataille. On les en empêche. On leur fait peser sur eux non seulement une fiscalité, une bureaucratie très lourde, mais on multiplie les normes européennes. Mais en revanche, on fait entrer des produits à très bas coût qui, eux, ne respectent aucune règle de protection sociale, aucune règle sanitaire, aucune règle de sécurité. Et par conséquent, ce protectionnisme intelligent à nos frontières est absolument essentiel. 3, une fiscalité, comme je vous le disais tout à l'heure, qui soit beaucoup plus juste, c'est-à-dire un IS progressif pour les entreprises qui permettent d'alléger la charge sur les PME, PMI, en fonction évidemment de leur activité, de la puissance de leur activité, et l'alourdissent et surtout le fasse payer sur les grands groupes. Alors quand il y a un d'abord, il y a un ensuite, et ensuite la question c'est le logement. Vous savez que c'est un problème pour les Français aussi, 3 600 000 de mal logés en France, 10 millions de Français qui ont du mal à trouver un toit globalement. Est-ce qu'il faut relancer, par exemple, là c'était un élément concret, la construction de logements sociaux? Monsieur, il y a à Nice, là, pas très très loin, il y a Monte-Carlo. Monte-Carlo, il y a ce qu'on appelle la préférence monégasque. La préférence monégasque, ça consiste à accorder aux habitants de Monte-Carlo une priorité d'accès à l'emploi et une priorité d'accès au logement. Et vous trouvez ça bien? Mais c'est exactement ce que je veux voir mettre en œuvre. Parce que, monsieur, il y a un moment donné, voyez-vous, on va m'expliquer comment, alors qu'il y a 1 200 000 foyers qui sont en attente d'un logement social, comment peut-on faire rentrer 200 000 étrangers légaux par an? Où est-ce qu'on les loge? Et quand Laurent Wauquiez dit il faut réserver les logements sociaux aux gens qui travaillent, ça y ressemble un peu? Non, il faut réserver les logements sociaux aux Français. Voilà. Mais où on loge-t-on les 200 000 étrangers légaux que Nicolas Sarkozy fait entrer chaque année? Où les loge-t-on? Mais s'ils n'ont pas de logement, c'est quoi l'alternative? Ils sont dans la rue? Non, l'alternative, c'est de leur dire de ne pas venir. Parce que l'alternative, c'est de leur expliquer qu'en France, la priorité citoyenne consiste à accorder un accès privilégié au logement, et particulièrement, il faut bien le dire, au logement social, aux Français. Parce que si on réserve le logement social aux immigrés, eh bien, évidemment, vous comprenez bien que le marché privé, qui est un marché, monte et que les Français n'arrivent plus à se loger. Alors, je vous entends parler de logement, de solidarité aussi, c'est ce que vous disiez. Et puis, il y a dans la campagne électorale cette affiche qu'on va voir, qui est éditée par les jeunes du Front National. Voilà, vous la voyez, c'est une affiche qui vient de sortir. Une France coupée en deux. Vous dites que vous voulez rassembler la France. Est-ce que ce n'est pas une France coupée en deux, là, qu'on voit plutôt? Non, ça c'est la France actuelle et ça c'est celle qu'on veut faire. Vous voyez, la France actuelle de la pauvreté, de l'insécurité, de la paupérisation, de l'explosion du chômage, de la disparition du système de protection sociale. C'est aussi caricatural que ça?
Oui, bien sûr. C'est aussi caricatural que ça, comme vous le dites. Moi, ce que je vois, c'est que Nicolas Sarkozy avait fait beaucoup de promesses. La courbe de l'insécurité suit la courbe de l'immigration, qui suit elle-même d'ailleurs la courbe de la fraude. Est-ce que oui ou non, on va s'attaquer à cela, étant entendu que M. Sarkozy, ça fait 10 ans qu'il est au pouvoir, 5 ans comme ministre de l'Intérieur, 5 ans comme président de la République, vous voyez. Pour terminer... 10 ans, c'est très long, et on peut faire beaucoup de choses en 10 ans. Eh bien, ces choses-là n'ont pas été faites. Elles ont plutôt, il faut bien le dire, été aggravées. J'ai une question à vous poser aussi, parce qu'il y a la présidentielle et il y a les législatives aussi en 2012. Est-ce que vous serez candidate aux législatives de 2012 ? Ah ben, si je ne suis pas élue présidente de la République, oui. Où ? Ben, ma circonscription. Dans le Pas-de-Calais ? Bien sûr. D'accord. Et vous espérez avoir qui comme adversaire ? Parce qu'il se dit que, comme les circonscriptions ont été redécoupées aussi dans le Pas-de-Calais, vous pourriez particulièrement la mienne, il faut bien le dire. Vous pourriez vous retrouver face à Jack Lang, ce serait un beau défi ? Ah non, si je suis contre Jack Lang, c'est qu'il serait venu se parachuter dans ma circonscription. Mais écoutez, Jack Lang, franchement, ça pour moi, c'est le candidat idéal. Il représente exactement tout ce que je combats. Voilà, donc alors celui-là, le symbole des élites, de l'hyperclasse, de l'échec économique. Ah mais presque je lui lance un appel. Jack, viens dans ma circonscription. ce sera envoyé. Un dernier mot encore. Mais quel espoir pour le Front National d'avoir des élus à l'Assemblée nationale ? Écoutez, à partir du moment où on a fait les résultats que nous avons faits au cantonal, si nous sommes au niveau très important où nous sommes donnés aujourd'hui, pourquoi n'aurions-nous pas de députés ? Parce que dans notre pays où la démocratie est très effondrée, 20% de la population ne pourrait pas se voir représentée à l'Assemblée. Alors ce sera après. Merci en tout cas Marine Le Pen d'être venue sur notre plateau. Vous pouvez suivre toute l'actualité en temps réel sur notre site francetv.fr/2012. Bon après-midi, merci et à bientôt.